Oui, la démocratie directe existe, elle existe dans le rêve, dans les intentions, dans les utopies les plus pures, encore qu'elles le soient toutes. On peut certes invoquer la situation de la Suisse où les référendums existent parfois, comme le dernier qui a suscité bien des polémiques. Mais il s'agit d'un cas vraiment tout à fait particulier, d'une population à effectif très faible, très bien éduquée, en plus divisée en un certain nombre de cantons, de régions, de langues. Mais c'est vraiment une exception. Le monde entier, si on le considère à travers les nations qui le composent, connaissent absolument toutes l'oligarchie, c'est-à-dire le gouvernement de tous par un petit nombre, un nombre d'ailleurs que j'ai évalué à entre 1 et 2% de ceux qui ont vraiment pris sur les décisions importantes, pour un très grand nombre de raisons, qui d'ailleurs s'accusent à l'heure actuelle. Je vais parler de la complexité des problèmes, de la nécessité d'une éducation très soignée pour les apprécier, du nombre de la population et de l'indifférence d'un très grand nombre d'individus pour tout ce qui est de caractère collectif et qui sont pour la plupart perdus dans leur situation purement personnelle et que le collectif intéresse peu. Et puis en plus, et pour terminer, il y a l'ambition d'un petit nombre d'hommes de diriger, pour ne pas dire d'exercer le pouvoir. Et contrairement d'ailleurs à ce que pense un grand nombre, non pas de politiques qui sont tout à fait lucides sur le sort commun, il y a un très grand nombre d'individus qui ne veulent pas exercer le pouvoir et qui le laissent très volontiers être exercé par d'autres, d'autant que le coût d'exercice du pouvoir n'est pas mince. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs l'allure physique d'un certain nombre de nos hommes politiques avant leur septennat ou après, ou avant leur quinquennat ou après, ou avant qu'ils aient effectivement eu à faire un certain nombre de kilomètres par tous les moyens de transport et traiter des problèmes qui, au fond, les concernent relativement peu. Donc oui, l'oligarchie est, pour des raisons techniques, pour des raisons de nécessité technique et non pas par choix, est la solution désormais absolument générale, le canton suisse si vous voulez, mais à l'exception de ce canton suisse absolument général au gouvernement de toutes les nations modernes, y compris d'ailleurs la nation américaine sur laquelle nous reviendrons, parce que c'est un cas assez particulier. J'ajoute quand même, avant de... c'est qu'il ne faut pas croire que... Moi-même, je crois que l'oligarchie est un système absolument homogène. Il y a plusieurs types d'oligarchie. Il y en a qui se ressemblent davantage à des dictatures militaires d'ailleurs, et d'autres qui sont plus proches de la démocratie, comme la nôtre d'ailleurs, l'oligarchie française, est très proche de la démocratie, alors que l'oligarchie libyenne était, elle, très proche de la dictature militaire. Reste que, et avant que je ne cède la parole, reste que toutes ces oligarchies connaissent quand même 4 grands éléments. Il y a le personnel politique, plus ou moins élu ou nommé, il y a les militaires, il y a les dirigeants des grandes entreprises, et il y a une race qui apparaît et qui se développe à l'heure actuelle, qu'on a appelé quelque temps les super riches. Enfin, d'ailleurs, leur évolution est marquée par le nom dont on les affuble. D'abord, il y a eu les riches, puis les super riches, puis les super riches, et puis, depuis maintenant 5 ou 10 ans, il y a les globaux-riches. Et les globaux-riches jouent effectivement dans un certain nombre d'oligarchies un rôle important. Donc, l'importance relative de ces 4 catégories étant justement variable selon les oligarchies et donnant à chacune des oligarchies son caractère propre. Oui, sur l'oligarchie, j'ai d'ailleurs lu l'excellent livre
M. Alain Cotta sur l'oligarchie, je partage beaucoup de ses analyses. Je pense qu'effectivement, un certain degré d'oligarchie est inévitable dans tous les régimes humains, quels qu'ils soient d'ailleurs. Dans les catégories, les sous-catégories de l'oligarchie, j'ajouterais peut-être la haute fonction publique. Enfin, j'ai la faiblesse d'en faire partie, hein, c'est peut-être pour ça. En ce qui me concerne, j'ai été 15 ans parlementaire et puis j'ai été aussi longtemps, je dirais, haut fonctionnaire, et j'ai toujours eu plus le sentiment d'influencer le gouvernement en étant haut fonctionnaire dans un corps d'inspection qu'en étant député. Bon, ce qui prouve d'ailleurs que le rôle des élus du peuple est sans doute beaucoup plus faible qu'on ne le croit. En ce qui concerne la démocratie directe, alors bien sûr elle existe en Suisse, mais elle existe aussi dans d'autres pays. Alors c'est vrai que c'est un régime très minoritaire, hein, ça c'est sûr. Maintenant je pense qu'elle existe, et j'en veux pour preuve un tout petit échantillon que j'ai emmené d'une grosse bibliothèque, car j'ai probablement en France la plus grande bibliothèque, ça c'est pas difficile d'ailleurs, la plus grande bibliothèque qui existe sur la démocratie directe, qui est composée à 90% de livres qui ne sont pas écrits en français, parce qu'il y a très très peu de choses en français. Alors voici un exemple, Direct Democracy in Switzerland, ça c'est le livre clé sur la démocratie directe en Suisse, sans doute un des meilleurs. Un très bon livre allemand qui s'appelle Direkte Demokratie de Theo Schiller, qui est un grand professeur de spécialiste. Les Allemands ont un centre de recherche très développé sur la démocratie directe, qui n'est pas connu du tout en France, à Marbourg, à l'université de Marbourg, qui est une très vieille université allemande protestante. J'ai aussi ça, Direct Democracy in Europe, donc encore un autre livre écrit par des juristes suisses et du Liechtenstein. Il y a le Liechtenstein aussi, il y a la démocratie directe. Hein. C'est tout petit. Hein, c'est encore plus petit que la Suisse. Certes, il y a 35 000 habitants. Oui. Et puis c'est une monarchie en plus. Oui. Et puis j'ai ce livre-là qui est un grand classique aussi de McGuigan, la politique de la démocratie directe, mais alors qui traite surtout des États-Unis. Bon, ceci pour montrer que c'est un tout petit échantillon. Il y a énormément de livres en fait sur la démocratie directe, mais ils sont en anglais, en allemand, parfois en italien, et en français il y a très peu de choses. Très peu de choses. Alors moi je dirais en quelques mots, pour m'être spécialisé depuis quelques années à titre privé sur ce sujet, il y a la Suisse et le Liechtenstein, on est bien d'accord, qui ont la démocratie directe à tous les niveaux, mais qui sont des pays de taille moyenne pour la Suisse et très petite pour le Liechtenstein. Il y a quand même les États-Unis, parce que les États-Unis, 50% des États, 26 exactement, ou 27 sur 50, pratiquent la démocratie directe. Alors la Californie, c'est le plus connu, mais c'est pas celui où il y a le plus de référendums. Celui où il y a le plus de référendums, c'est l'Oregon, qui n'est pas très connu en France. Enfin, c'est les États de l'Ouest, en gros. Donc la moitié des États américains, et ils ont mis en place ce système en copiant la Suisse dans les années 1900, mais délibérément, en copiant la Suisse délibérément à la suite d'un journaliste américain qui avait fait un voyage en Suisse et qui a eu un succès énorme en disant que c'était le meilleur régime du monde et qui s'appelait Sullivan. Et alors, bon voilà l'Amérique, donc ça c'est le deuxième exemple. Mais pas au niveau fédéral, bien sûr, uniquement au niveau communal. Alors la plupart des grandes villes américaines fonctionnent comme ça, mais c'est surtout les villes de l'Ouest, évidemment. Elles fonctionnent avec des régimes de démocratie directe, donc le peuple peut, par référendum, casser les décisions du conseil municipal. Ça se fait couramment à Los Angeles, à San Francisco, mais aussi dans d'autres villes. Et puis, au niveau des États, effectivement, des États fédérés qui ont quand même des gros pouvoirs, puisqu'un État fédéré peut choisir d'avoir ou non la peine de mort, d'augmenter ou de baisser les impôts. Les impôts sont largement des impôts d'État. Et tout ça peut se faire par référendum, évidemment. Donc c'est quand même loin d'être négligeable, même si ce n'est pas l'État fédéral. Et puis on a deux autres exemples alors, qui sont beaucoup moins connus, mais qu'il faut citer quand même, je crois, maintenant. Il y a l'Italie. Alors c'est récent, hein, c'est depuis 1974. Il y a à peu près 2 référendums abrogatifs, comme ils disent, un référendum abrogatif par an. Mais c'est un système qui fonctionne assez régulièrement. Il y a eu des référendums sur l'échelle mobile des salaires, sur le divorce. Le premier, c'était le divorce, en fait, parce que la classe politique ne savait plus du tout ce qu'elle devait faire. Les députés italiens se disaient, si je vote pour le divorce, je me mets à dos l'Église, et si je vote contre le divorce, je me mets à dos les jeunes. Bon, donc dans tous les cas de figure, je suis perdant. Alors il y a eu un petit malin qui a dit, mais tiens, on va demander au peuple de trancher, et comme ça les députés n'ont pas eu trop à trancher. Il y a donc l'Italie, depuis 1974, et puis alors, curieusement, il y a aussi l'Allemagne, et moi je ne le sais que depuis 2 ans, oui, c'est une science très récente. En Allemagne, c'est très développé maintenant dans les communes et dans les Länder, c'est-à-dire dans les États fédérés, comme aux États-Unis. Et curieusement, c'est depuis la réunification. C'est-à-dire qu'avant la réunification allemande, ça n'existait pas, quasiment pas, sauf en Bavière. Et puis quand il y a eu la réunification, on a demandé au peuple, au pluriel, d'Allemagne de l'Est, de définir des constitutions pour les nouveaux Länder, les nouvelles régions, comme la Saxe, le Brandebourg, etc. Et ils se sont dit, oh là là, nous on sort du communisme, alors on ne fera jamais assez de démocratie directe. Donc reprenons les systèmes d'initiative et de référendum qui existent en Suisse, mais avec un gros bémol, ils ont refusé de le faire pour les impôts et pour les dépenses et pour l'endettement public, pour les finances publiques, disons.
Mais quand même, donc maintenant ça existe dans les 16 Länder, parce que du coup l'Ouest est obligé de copier l'Est. Et donc ça fonctionne beaucoup. Hein. Je veux dire, il y a eu plusieurs milliers de référendums en Allemagne au niveau communal depuis la réunification. Et plusieurs centaines au niveau des Länder. Mais alors, bizarrement, on en parle, mais alors jamais en France. Mais alors, vraiment, jamais, jamais, jamais. Voilà ce que je dirais au préalable. Oui, je trouve que l'intervention de M. Blot est particulièrement bienvenue. Parce qu'il met le doigt, moins à mon sens, sur la démocratie directe en tant que telle, que sur des processus démocratiques directs à l'intérieur de nations soumises à l'oligarchie. Vous voyez ma synthèse qui commence. Mais je voudrais revenir sur ce qu'il y a d'implicite dans la présentation de ces ouvrages, c'est qu'ils ne sont pas en langue française. Ils ne sont pas en langue française pour une raison de fond, c'est que nous sommes l'État-nation le plus centralisé, depuis le plus longtemps d'ailleurs, historiquement, sans doute des grandes nations du monde. Donc si j'ose dire, il y avait une nation tellement centralisée qu'il n'était pas question qu'il y régnât la démocratie directe, depuis la monarchie jusqu'à maintenant, c'est bien la France. Ouais. Et donc il est indiscutable que s'il est un pays où la démocratie directe est la plus réduite, pour ne pas dire totalement absente, c'est bien la France. Et d'ailleurs j'ajouterai volontiers en passant les hauts fonctionnaires, au personnel politique que j'ai cité dans mes 4 catégories. Je voudrais aussi revenir sur l'Amérique parce que ça ouvre, me semble-t-il, sur une forme pas de compromis, mais de synthèse politique que je viens d'avoir. C'est l'Amérique. Vous savez que je consacre pas mal de pages à l'Amérique et à son évolution. C'était indiscutablement une démocratie en tant que telle. Et ça l'est devenu de moins en moins avec le pouvoir de plus en plus exorbitant et des grandes entreprises qui l'ont emporté sur les autres catégories que j'ai signalées. Et dans ces grandes entreprises d'ailleurs, les grandes entreprises financières depuis une dizaine d'années. Et donc l'Amérique est désormais une oligarchie, et sans doute une des oligarchies pas très différentes de l'oligarchie chinoise. Ceci étant, ça me permet quand même de dire que ce que vient de citer comme exemple de démocratie directe M. Blot est presque entièrement propre à des nations fédérales. Et je pense que de même que l'Amérique, sauf l'Italie, encore que l'Italie soit en fait fédérale. Oui, elle est plus que régionaliste. Il n'y a pas l'Italie est une nation. Oui. Je la connais un peu étant né à Nice et m'y rendant souvent. C'est une nation qui, je ne peux pas m'étendre plus avant, mais entre le nord, le sud et le centre, il y a quand même des frontières qui ne sont pas simplement économiques ou linguistiques. Ceci étant, dans ces nations fédérales, oui, certes, il peut exister le recours au référendum, mais il existe, comme on vient de nous le dire, sur le plan local, qu'il s'agisse de villes, qu'il puisse s'agir d'ailleurs de départements ou de régions. Et il est absolument indiscutable qu'on voit là, au fond, une espèce comment dirais-je, je ne dirais pas de manœuvre, mais je dirais de politique de l'oligarchie. De même que j'ai signalé longuement l'importance à mon avis, la notion de raisonnement qui nous vient de Heidegger, et sur le fait que les oligarchies pratiquent l'arraisonnement des masses. Donc il y a, à mon avis, plusieurs techniques à l'oligarchie pour se maintenir au pouvoir. L'une, c'est de pratiquer des politiques telles que les masses en tant que masse ne s'ébranle pas, ne s'ébroue pas, ne la conteste pas. Et puis il y a ensuite ce qui est à mon avis dans les propos de Yvan Blot, il y a, me semble-t-il, la manœuvre qui consiste à donner à certaines entités politiques de bas niveau, ou quand je dis de bas niveau, d'espaces réduits comme les villes et les départements, un certain recours à la démocratie directe pour qu'effectivement ces fameux problèmes quotidiens sur lesquels nos politiques insistent avec force lors des élections trouvent des solutions plus démocratiques. Reste néanmoins que les problèmes ou les décisions fondamentales sont traitées au sommet en Allemagne, de plus en plus aux États-Unis.
comme en France et comme en Chine, elles sont traitées au plus haut niveau par des oligarchies très fortement structurées, à l'intérieur d'ailleurs desquelles il se passe beaucoup plus de débats qu'on ne pourrait le croire. Oui, je crois qu'effectivement, de toute façon, ce qu'on appelle les démocraties directes aujourd'hui, comme la Suisse est le meilleur exemple, sont toujours des systèmes mixtes. D'ailleurs, les Suisses eux-mêmes utilisent plus le terme de démocratie semi-directe, je vois. Notamment les universitaires suisses, ils disent beaucoup démocratie semi-directe, mais enfin, comme le mot en français est un peu compliqué, on préfère dire. Les anglo-saxons disent direct democracy, hein, ils utilisent le terme direct. Mais c'est vrai que ce qu'on appelle les démocraties directes, ce sont quand même des régimes qui ont un parlement, qui ont un gouvernement, qui ont des partis politiques, qui ont des médias, où les oligarchies existent. Simplement, il y a un mécanisme correcteur, disons, différent, qui fait qu'on n'aboutit pas toujours aux mêmes décisions. Alors je vais prendre un exemple local, parce qu'il m'avait frappé, puis il n'y a pas très longtemps, j'étais à Munich il y a 2-3 ans, où j'ai acheté un appartement, et j'ignorais à l'époque que l'Allemagne avait la démocratie directe. Bon. Et puis le préfet de Munich est un de mes amis. Bon. Et donc le préfet me dit on va faire une promenade dans Munich en voiture pour te montrer les différents quartiers de la ville que je connaissais déjà un peu, mais enfin lui il connaissait mieux que moi évidemment. Et il me dit tu as remarqué quelque chose de particulier à Munich, c'est qu'il n'y a pas de tour. Je dis oui c'est vrai, il y a la tour BMW mais elle est en banlieue, elle est très loin, il n'y a pas de tour, enfin de tour moderne. Bon. Il me dit tu sais à quoi c'est dû? Je dis non. Il me dit c'est à cause de la démocratie directe. Je dis ah bon? Pourquoi? Il me dit parce que le maire socialiste de Munich voulait construire des tours. Mais on a la possibilité à Munich, avec, je ne sais plus, 6000 signatures, de déclencher un référendum contre une décision du conseil municipal. C'est ce qui s'est passé. Et le peuple à 70%, le peuple de Munich, a choisi de ne pas construire de tour. Plus exactement, il a interdit de construire plus haut que la cathédrale de Munich. Et vous vous rendez compte dans quel état clérical on est en Bavière, il me fait. Alors, visiblement, ça ne lui plaisait pas du tout cette décision. Moi, ça me faisait un peu rire, parce que je pensais à Paris. M. Delanoë, comme chacun sait, veut construire aussi des tours. Et j'ai assisté un jour à un débat où les journalistes lui disaient « Mais monsieur le maire, d'après les sondages, 70% des Parisiens ne souhaitent pas qu'on fasse de tour à Paris. Alors vous allez quand même le faire ?» Il a dit « Bah oui, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est que j'ai été élu, donc je fais ce que je veux. Et puis, si les Parisiens ne sont pas contents, ils n'ont quand même pas à me réélire la prochaine fois. Mais en attendant, j'ai un mandat et j'assume mon mandat sans demander l'avis de quiconque. » Évidemment, c'est une conception complètement différente, ça c'est sûr. Mais ça aboutit à des résultats différents aussi, parce que bon, pour l'instant les tours de M. Delanoë ne sont toujours pas construites, mais en tout cas Munich, c'est sûr que tout le paysage architectural ancien de Munich a été protégé, respecté grâce à ça. Ça c'est un premier résultat. Puis alors, il y a d'autres résultats, d'autres exemples où on voit que la démocratie directe n'aboutit pas forcément au même résultat qu'une démocratie représentative classique. Alors il y a une étude très poussée, moi je me réfère à elle, parce que de 2 économistes. L'un est allemand, Feld, il est très connu de Feld d'ailleurs dans les milieux économistes allemands, je crois. Il est de Heidelberg. Et puis un Suisse qui s'appelle Kirchgessner. Ils ont fait une étude pour montrer que. Ils ont comparé les États américains qui ont la démocratie directe, c'est-à-dire ceux de l'Ouest, et puis ceux qui ne l'ont pas. Alors le résultat, et alors ils ont comparé sur 100 ans, donc c'est vraiment l'étude lourde avec des gros moyens financiers, etc. Bon. Et ils se sont aperçus que là où la démocratie directe existait, les impôts étaient 30% plus faibles, les dépenses publiques 30% plus faibles, et l'endettement public 50% plus faible. Bien sûr. Ce qui fait qu'on arrive vraiment à des décisions très différentes, n'est-ce pas? Alors c'est ça que moi je trouve très intéressant, surtout quand on voit le niveau des impôts et de l'endettement en France. Oui, moi je trouve ça aussi très intéressant. J'essaie d'interpréter ou d'intégrer les propos de Yvan Blot à propos du concept de légitimité. Tout pouvoir, quel qu'il soit, et notamment celui qui gouverne les collectivités nationales, est toujours en quête de légitimité. D'ailleurs, l'exercice du pouvoir est d'autant plus facile, d'autant moins coûteuse que le pouvoir est légitime. Oui. Le pape est légitime, et vous voyez qu'il exerce le pouvoir sur l'Église à coût relativement réduit. Au contraire, Kadhafi, me semble-t-il, était membre d'une oligarchie militaire devenue de moins en moins légitime, et le coût d'exercice de son pouvoir se manifeste aujourd'hui. Donc il y a effectivement à considérer chaque oligarchie sous l'angle, à mon avis, de sa légitimité. D'une part, sont-elles plus ou moins légitimes, et plus elles le sont, mieux ça vaut pour elles, et aussi du point de vue de leur recherche de cette légitimité.
Et c'est là, je crois, où l'introduction de la démocratie directe à des échelons locaux joue indiscutablement son rôle. Tout en manifestant tout de suite mon jugement, parce qu'il y a dans les propos d'Yvan Blot une position latente qu'il va exprimer, n'est-ce pas? C'est qu'il est favorable à l'intégration d'une certaine démocratie directe. Et je crois qu'il a tout à fait raison, et personnellement, je suis tout à fait avec lui, donc il n'y a pas de débat du tout, et ma position à l'égard des oligarchies est d'une neutralité parfaite, et je pense qu'effectivement, elles sont d'autant plus légitimes qu'elles font la place à une démocratie directe. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de démocratie directe en France? Parce qu'il y a eu la monarchie, parce qu'à cet égard, la Révolution n'a pas fait grand-chose, et parce que, qu'on le veuille ou non, le président de la République a toujours quelque chose à voir avec le vieux roi des Français, surtout s'il ressemble davantage à Louis XIV qu'à Louis XVI. Donc nous sommes un pays où la démocratie directe ne s'est jamais exercée parce que le pouvoir a toujours été tout à fait en haut. Il fut d'ailleurs un temps où il était de droit divin et pas simplement de droit représentatif. Ouais. Et donc il est aucun doute que c'est la raison profonde pour laquelle il n'y a pas d'ouvrage français sur la démocratie directe. Il n'y a pas de démocratie directe en France. Les Français d'ailleurs le supportent très bien. Leur oligarchie reste légitime, leur élite l'est. Et donc dans cette espèce comment dirais-je, de tempérance de l'oligarchie et des risques que tout pouvoir de ce type fait courir, la tempérance par la démocratie directe me paraît à moi tout à fait indiquée. Je ne comprends effectivement pas comment un pouvoir politique peut à lui tout seul, de haut, imposer une règle pour l'ensemble de la nation quant à la dimension des tours. Dernier point, je crois qu'il y a une des raisons supplémentaires à défendre l'introduction de la démocratie directe dans nos oligarchies actuelles. Car de même, enfin, il y a deux raisons. C'est que la tendance oligarchique va s'accentuant, que tous les États, sans exception, une nation, sont dans des oligarchies, et que, comme on l'a dit en 68, tout ici, par là, pas loin de l'Odéon, tout pouvoir abuse absolument. Donc toute oligarchie essaiera d'abuser absolument. Et c'est là où il y a une différence de fond entre la démocratie directe et la démocratie représentative. Moi, je ne crois plus beaucoup à la démocratie représentative. Je crois qu'effectivement, on peut très bien préparer ses campagnes électorales sur des sujets absolument mineurs, en général passionnels et affectifs, qui ne concernent pas ou très peu les grandes questions fondamentales des sociétés, et que d'ailleurs, ici comme ailleurs, alors aux États-Unis, ça se voit de façon éhontée, c'est que toute la représentation politique est désormais entièrement gouvernée par les grandes entreprises multinationales, il fut un temps, aujourd'hui par les grandes entreprises financières, et par quelque chose qu'on oublie toujours sur les États-Unis, qui sont bien gentils de nous le faire oublier, bien habiles, c'est le pouvoir militaire, parce que je sache, ils sont en guerre depuis maintenant 70 ans, ici ou là, et ce n'est pas par hasard. Ils arrivent d'ailleurs extraordinairement, d'une part à cacher leur oligarchie, à ne pas l'avouer, à faire la guerre partout, tout en se disant les plus démocrates, et en plus en écrivant des ouvrages sur la démocratie directe. Ça, c'est ce que j'appelle la très grande intelligence politique. Donc, je préférais mille fois que l'on fît davantage de place à la démocratie directe, notamment au plan local, et peut-être d'ailleurs, pourquoi pas, sur des sujets généraux, ce qui me paraît une fois de plus contraire à toute l'histoire de la France, et d'ailleurs au tempérament presque formé par l'histoire des Français, ce qui me rendrait d'ailleurs d'autant plus favorable la position d'Yvan Blot. Écoutez, j'en suis très heureux. Je voudrais rebondir sur ce que le professeur Cotta a dit des États-Unis, parce qu'il y a une histoire que j'aime beaucoup raconter, donc je vais me permettre de la raconter à nouveau, qui est comment la démocratie directe a été mise en place en Californie, en quelques mots. Parce que c'est exactement ce que vous dites. Là, vous le disiez au niveau des États-Unis en général. Dans les années 1900, la Californie était entièrement dans les mains d'une grande compagnie,
chemin de fer qui s'appelait la Southern Pacific. Et les députés étaient achetés par la Southern Pacific, les juges étaient achetés par la Southern Pacific, ce qui fait que si vous étiez par exemple un fermier américain, on vous disait que les rails allaient passer au milieu de votre propriété, vous étiez bien sûr exproprié avec une indemnité, mais l'indemnité était ridicule parce que les juges avaient été achetés par la Southern Pacific. Bon. Et les parlementaires, c'était pareil. Alors c'est là où on voit quand même les problèmes de la démocratie représentative, effectivement, où les députés sont aux prises avec des lobbies, des groupes de pression. Alors ils ne sont pas forcément toujours achetés, hein. Tout le monde n'est pas corrompu, mais en tout cas la pression est très très forte. Et moi-même j'étais 15 ans parlementaire, donc je le reconnais, hein. Mais je n'étais pas maire. Alors comme je n'étais pas maire, j'intéressais moins les groupes de pression parce que je n'avais pas de marché d'argent à leur donner. Dieu merci pour moi, pour ma moralité. Et d'autorisation. Voilà. Dieu merci pour ma moralité, mais pas pour mon portefeuille. Mais enfin, en tout cas, ça avait pris des proportions telles en Californie que les gens étaient vraiment révoltés, quoi. Et un jour, un procureur, alors je ne sais pas qui a été à l'initiative de ça, enfin en tout cas un procureur a décidé de s'attaquer au président de la Southern Pacific et au président du Congrès, c'était un président démocrate, qui était évidemment complètement corrompu par le président de la Southern Pacific. Il les attaquait tous les deux, et il a été abattu à coups de revolver en plein prétoire. Ah, c'est le western, hein, on est en Californie, hein. Alors on a nommé un deuxième procureur, à qui on a dû donner un gilet pare-balles, j'imagine. Alors le deuxième procureur est resté dans l'histoire, son nom est resté dans l'histoire de la démocratie directe, en tout cas il s'appelait Hiram Johnson. Et Johnson a réussi à faire condamner à 20 ans de prison le président de la Southern Pacific et aussi le président du Congrès. Alors vous imaginez le scandale, dans les années 1900. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Johnson est devenu un héros national pour la Californie. Et il a dit, je suis candidat au poste de gouverneur. Il a été élu avec une majorité de députés qui étaient tous des dissidents des partis traditionnels. Et la première chose qu'il a fait, il a dit, je ne veux plus qu'on retourne dans ce système représentatif malsain où la corruption des groupes de pression est trop forte. Par conséquent, il faut qu'il y ait un contrôle sur le Parlement par le peuple. Et donc, on va installer des mécanismes de démocratie directe en empruntant cela à la Suisse, à notre manière. Et donc, il a créé l'initiative populaire, le référendum contre les lois votées par le Parlement. Et en plus, un truc qui n'existe pas en Suisse, mais qui existe en Amérique, le recall, c'est-à-dire la possibilité de révoquer par référendum des juges qui ne vous plaisent pas. Parce que c'était le problème aux États-Unis, des juges corrompus aussi, comme les juges sont élus par le peuple, l'idée était que le peuple, au fond, puisqu'il élit les juges, il peut aussi les révoquer. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 juges de la Cour suprême qui ont été révoqués par un système de recall. Alors ça n'existe pas en Suisse. Voilà donc l'histoire de la démocratie directe en Amérique, enfin en Californie en tout cas, et je trouve que ça illustre bien ce que vous disiez sur les dangers évidemment d'une démocratie exclusivement représentative lorsqu'elle est dans les mains des grands intérêts, disons. Oui, mais encore faut-il, je rebondis à mon tour, encore faut-il que les individus considèrent individuellement qu'il faut introduire un peu de démocratie directe dans l'oligarchie et donc conteste d'une certaine façon le pouvoir exclusif de l'oligarchie. Là, je rencontre l'histoire et je reviens à la France et sans doute à l'Italie d'ailleurs. Je trouve que pour ce qui concerne les pays européens, et d'ailleurs, non, il y a une extension vers l'Amérique. Pour les pays asiatiques, c'est une autre paire de manches. La réforme a joué un rôle fondamental, je trouve, en psychologie collective. Parce que la réforme, c'est quand même, de la part d'un certain nombre d'individus, la contestation d'une forme de dictature totale, celle du pape, ou d'oligarchie papale. Et ça a quand même conduit au protestantisme, et à un protestantisme où chacun ne dépend que de lui-même, sans autorité supérieure. Et les pays que vous venez de citer, d'ailleurs, sont des pays qui ont connu le protestantisme. L'Allemagne est d'obédience protestante. Je veux dire que... Moitié. Oui, à moitié, c'est certes. La Suisse, la moitié aussi. Certes, en Suisse, la moitié aussi, mais il y a des protestants, il y a des gens qui ont refusé le jeu d'une oligarchie totalement autoritaire. Et c'est d'ailleurs là où nous rencontrons la France. Car la France, c'était la fille aînée de l'Église, comme l'Espagne. La France et l'Espagne n'ont jamais introduit, ni pensé introduire de démocratie directe dans des oligarchies qui étaient aussi fortes que celles de Franco en Espagne. Et les Français ont d'ailleurs toujours admis, accepté les changements de régime sans... il n'y a qu'à voir le passage de la Troisième République à l'État de Pétain, et puis le passage à la Quatrième République, tout ceci là. Bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même, pour introduire une démocratie directe, une certaine volonté populaire au sens de chaque individu qui la compose.
Et c'est là où nous retrouvons la notion d'arraisonnement et d'Heidegger, que moi je trouve que... Une très bonne idée, le raisonnement d'Heidegger. Oui, c'est tout à fait. Et je crois que très bonne clé d'analyse. Oui, et c'est la stratégie, et c'est la stratégie actuelle. À mon avis, c'est la stratégie clé des oligarchies. Ce n'est plus l'exploitation de l'homme par l'homme, n'est-ce pas, nos sociétés, parce que nous sommes arrivés à des niveaux de développement, d'ailleurs, où l'exploitation de l'homme par l'homme conduit, du moins en Europe, beaucoup plus à des inégalités qui sont perçues de façon plus ou moins intense. Et c'est là où nous retrouvons, si j'ose dire, le poids de l'histoire. Les oligarchies européennes, et en particulier celle de la France, arrivent à raisonner complètement les individus et à dissoudre leur volonté individuelle. Et Yvan Blot est là pour nous présenter les avantages, et je le suis, les avantages de l'introduction de la démocratie directe dans les oligarchies, mais nous sommes deux. Nous sommes deux et il n'y a pas, vous ne voyez pas dans la campagne électorale qui se présente la moindre revendication sur l'introduction d'une démocratie directe. Vous n'avez jamais en France vu des demandes fortes d'un quelconque référendum. Mieux d'ailleurs, vous avez vu que, là vous connaissez la question mieux que moi, vous avez vu qu'on s'est débrouillé pour que l'appel au référendum soit quasiment impossible en France. Bon. La réforme de 2008 de la Constitution, oui. Oui, donc on ne peut pas, le voudrait-il... D'ailleurs, c'est toujours la même logique française. Je reviens à la France quelques instants, puisqu'on est passé à la Californie. C'est qu'on a l'impression que cette population française, de quelque façon qu'elle soit composée, passe de l'acceptation béate d'une oligarchie plus ou moins dictatoriale à la révolution. Ah oui. Mais voilà, et d'ailleurs, c'est tout à fait logique. C'est comme elle ne veut aucune forme de réformisme actif, et notamment d'introduction d'une dose de démocratie directe dans l'oligarchie, quand elle en a vraiment assez, elle passe à la rue avec des mouvements de foule qui ne sont bons. Prenons l'exemple de Devaquet. Ce fut exactement cela. Il n'y a pas eu d'introduction quelconque d'une forme de consultation intra-universitaire ou interuniversitaire sur l'évolution de l'université, non. Il y a eu un décret oligarchique et immédiatement une révolution dans la rue. Monsieur Blot, vous avez beaucoup de retard. Non, c'est bon. Oui, donc, à propos de la réforme de Vaquet, d'ailleurs, ça me rappelle, à l'époque où j'étais à l'état-major du RPR, une réunion que nous avions eue, un déjeuner même, avec M. Chirac, où Michel Aurillac, à l'époque, avait proposé de régionaliser l'université, ou même l'éducation nationale tout entière. Oui. Et alors, il avait convaincu tout le monde à table, parce qu'il était très brillant, et puis il y avait des arguments. Et Chirac leur a répondu, écoutez, cher ami, votre projet est très, très emballant, mais je vais vous dire tout de suite, on ne va pas pouvoir le faire, je vais vous dire pourquoi. J'ai téléphoné aux 21 ou 22 recteurs de France pour leur demander ce qu'ils pensaient de votre projet. Ben, figurez-vous qu'ils sont tous contre. Ah, vous comprenez, si tous les recteurs sont contre, c'est que c'est probablement pas réaliste et qu'on ne peut pas le faire. C'est assez extraordinaire, parce que les recteurs sont comme des préfets, ils sont nommés par le gouvernement. Alors effectivement, aller interroger les recteurs pour savoir s'il faut faire une réforme ou non, c'est une réforme qui aurait pour but de casser un cadre national auquel les recteurs, évidemment, sont très attachés. Évidemment, on ne risque pas d'aller très loin de cette façon-là. Donc, c'est pour dire qu'en France, c'est vrai que les obstacles sont quand même très grands. Mais d'un autre côté, moi, ce qui me frappe quand même, je vois des travaux, enfin, il y en a d'autres, sur l'opinion publique qui sont faits par sociologues comme messieurs Bréchon et Tchernia, par exemple, qui montrent que la légitimité du pouvoir politique en France s'est bien effilochée ces dernières années. Puisqu'actuellement, les références que je viens de citer, c'est on demande aux gens est-ce que vous avez confiance dans telle institution? Est-ce que vous avez confiance dans l'armée? 90% disent oui en France. Est-ce que vous avez confiance dans le système de santé? 90% disent oui. Est-ce que vous avez confiance dans le Parlement? Alors, le Parlement, je rappelle quand même qu'il est élu par les citoyens. 40% disent oui. C'est quand même pas beaucoup, surtout pour un organisme qui est élu. J'en parlais l'autre jour avec le président du Sénat, M. Larcher, qui me disait « Oui, c'est bien la tradition anti-parlementaire des Français, c'est très pénible. » Alors je dis « Oui, mais enfin, il faut peut-être vous interroger aussi de votre côté, sur la manière dont ça marche. » 40%.
Les médias, c'était pareil, d'ailleurs, 40%. Et puis, alors, le chiffre le plus bas, alors ça, je l'ai retenu, avez-vous confiance dans les partis politiques? Réponse, 18% oui. Donc, ça prouve quand même que la classe politique, en tout cas, qui n'est pas toute l'oligarchie, c'est vrai, mais qui est une partie de l'oligarchie importante, est très contestée dans l'opinion. Alors, moi, je m'appuie un peu sur ces chiffres pour dire, même dans l'intérêt même, d'ailleurs, de cette classe politique, ils auraient intérêt à adopter des mécanismes de démocratie directe, des soupapes de démocratie directe, pour que la vapeur puisse s'échapper et pour qu'ils aient un peu plus de popularité. Et puis, je pense que la qualité des décisions, de toute façon, serait sans doute meilleure, parce que ça permettrait d'intégrer les opinions et les informations de millions de gens, alors que sinon, les informations viennent uniquement de comités d'experts et de hauts fonctionnaires. Se surajoute à cela un autre phénomène que j'ai beaucoup vécu, ça m'a beaucoup frappé comme parlementaire, c'est le fait qu'il n'y a plus du tout de séparation des pouvoirs au sens de Montesquieu. Alors, peut-être qu'il y a une vague séparation des pouvoirs à l'égard de la justice, et encore, bon, sans vouloir être désagréable, sur certaines affaires, on voit que c'est pas si clair que ça, mais en tout cas, entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, il n'y a plus aucune séparation des pouvoirs. Moi-même, j'étais député, je me souviens, j'étais député de Calais, c'était une anecdote, parce qu'elle est quand même très révélatrice, hein, puis ça arrive souvent des choses comme ça. Une anecdote, j'étais rapporteur d'un projet de loi, très technique d'ailleurs, sur les fusions et scissions d'entreprises, pour la commission des lois, et ce projet de loi était porté par un ministre du Commerce et de l'Artisanat à l'époque, qui était M. Chavannes. Et donc, j'étais rapporteur de ce texte, et dans ce texte, je propose, après avoir vu les représentants des professions concernées, des artisans, des petites entreprises, je propose qu'on baisse drastiquement l'impôt sur les successions. Parce que l'impôt, pas uniquement pour leur faire plaisir, mais tout simplement parce que l'impôt sur les successions fait qu'il y a des entreprises, lorsque le patron qui est propriétaire meurt, eh bien les impôts sur les successions sont tellement forts que pratiquement l'entreprise est détruite, quoi. Et il faut la vendre, et c'est très grave pour le tissu industriel français, dont on sait d'ailleurs que sa faiblesse est au niveau des petites et moyennes entreprises, à l'inverse par exemple des Allemands ou des Italiens, qui ont des moyennes entreprises industrielles très très puissantes et très exportatrices. Donc Chavannes était très convaincu, il me disait c'est une bonne idée, on va intégrer votre amendement dans le texte de loi, on va en discuter. Arrive la discussion en séance plénière, qui a lieu à 2h du matin, comme c'était souvent le cas à l'époque, maintenant c'est un peu moins vrai, et on était une dizaine de députés seulement en séance, hein. Tous les autres étaient partis se coucher, il y avait 6 députés je crois pour la majorité, il devait y avoir 3 socialistes, et on commence à discuter donc avec ces effectifs réduits, mais vous savez que les effectifs réduits n'empêchent rien, puisque à l'époque on avait des clés, et on votait à la place des collègues absents. Bon, ce qui déjà est quand même assez critiquable comme façon de faire, enfin bon. Et alors, un petit bonhomme entre dans l'hémicycle. Ce petit bonhomme, fou de rage, se précipite sur le ministre. Alors personne ne l'arrête, les huissiers ne l'arrêtent pas, c'était pas un parlementaire du tout, hein, on se demande ce qu'il faisait là. Bon. Il rentre dans l'hémicycle, il va voir Chavannes et il lui dit « Monsieur le ministre, c'est inadmissible, il y a un amendement qui prévoit la baisse sur les droits de succession, le ministère des Finances est contre, et je vous demande de ne pas mettre aux voix cet amendement. Et puis par ailleurs, je vais vous faire remarquer que vous ne tenez pas vos députés. » Ça, je me souviendrai toute ma vie de cette expression. Vous ne tenez pas vos députés. Et on en reparlera au prochain Conseil des ministres, n'est-ce pas, parce que c'est inadmissible. Et Chavannes devient rouge comme une tomate. Et le petit bonhomme s'en va, furieux. Et je dis à Chavannes, enfin, vous n'allez pas céder. Qu'est-ce que c'est que cet individu? Il me dit, si, c'est le directeur de cabinet du ministre des Finances. Je suis bien obligé d'obéir à ce qu'il me dit. C'était un inspecteur des Finances. Je suis bien obligé d'obéir. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas faire autrement. Donc on ne mettra pas votre amendement aux voix. Alors je peux vous dire d'ailleurs quel est le nom du petit bonhomme, parce qu'il est maintenant très célèbre, il est très connu, c'est un de mes camarades de promotion de l'ENA, il s'appelle, non c'est Daniel Bouton. Ah, oula, oui. C'était Daniel Bouton. Mais Daniel Bouton, donc, faisait comme les gens de sa catégorie, inspecteur des finances, je donne des ordres aux députés, je donne des ordres aux ministres. Vous voyez le degré auquel on est arrivé. Alors séparation des pouvoirs, liberté de conscience des députés, enfin on rigole quoi. Hein, voilà. Alors il y a 2 points que je voudrais relever. Je suis tout à fait d'accord sur le constat de Yvan Blot quant à l'absence désormais de séparation du législatif, de l'exécutif et peut-être même du judiciaire, étant donné l'influence du parquet sur la nomination des juges. Ce qui veut dire en termes clairs d'ailleurs que nous ne sommes plus du tout à l'époque de Montesquieu qui écrivait ces lois à l'époque de la monarchie et qui, au fond, avait un peu le même rôle, joue à peu près le même rôle
que nous deux, si je me permets de m'associer à vous, dans la recherche d'une autre forme de gouvernement que celui de la monarchie. À l'heure actuelle, il est certain qu'il y a en France, comme ailleurs, mais en France c'est plus perceptible parce que nous avons eu Montesquieu, une fusion totale du législatif et de l'exécutif, et que le pouvoir est effectivement exercé par des oligarchies. Là où je serais moins une oligarchie. Là où je serais franchement moins optimiste, et je retrouve le mot d'utopie du début, sur ce qui peut paraître comme une nécessité, pour tout le monde d'ailleurs, de l'introduction d'une certaine dose de démocratie directe dans l'oligarchie française actuelle. Et Yvan Blot a tout à fait raison, c'est peut-être le seul moyen d'aménager nos modes de gouvernement actuels pour éviter des débordements sociaux d'importance et au fond que personne ne souhaite vraiment. Mais je suis un adepte pour avoir essayé avec Pierre Tabatoni de l'introduire en France, de la théorie des organisations, qui est, je crois, un très beau paradigme. Mais c'est qu'il n'y a pas d'autodiscipline des organisations. Toute organisation va jusqu'au point où elle est empêchée par d'autres. Donc, l'oligarchie ne se limitera pas d'elle-même, de l'intérieur, en créant de la démocratie directe. Si démocratie directe il y a et il faut, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faudra qu'elle soit imposée par, si j'ose dire, les citoyens. Alors là, on rencontre le fait que plus personne ne croit, plus personne, de moins en moins de gens croient au pouvoir politique, il y a de plus en plus d'abstention aux élections, le pouvoir politique est lui-même de plus en plus inféodé. Il y a un mot que vous avez prononcé une fois et qui est celui de corruption, n'est-ce pas? La corruption dans ces oligarchies se nourrissent et suscite au plan mondial, fait à peu près 3% du PNB mondial. Ça fait à peu près 150 milliards de dollars, d'après les chiffres et les estimations que nous pouvons avoir. Vous savez qu'avec 150 milliards de dollars, on commence à faire des choses. Je parlais tout à l'heure des globaux riches. Oui. Les globaux riches sont ceux qui ont désormais plus de 50 milliards de dollars de fortune. Eux aussi peuvent commencer à faire des choses, puisqu'ils ont des fortunes supérieures au PNB d'un très grand nombre de nations. Mais les oligarchies en tant que telles, pour peu qu'elles s'entendent, peuvent pratiquer des mouvements de fond. Ce qui est d'ailleurs curieux, c'est que c'est le seul pays à démocratie directe, la Suisse, qui hérite de tous ces fonds levés par la corruption des oligarchies. Donc il y a une certaine forme d'ironie magnifique là-dedans. Oui, non, mais c'est vrai. Moi, je crois, pour voir comment la démocratie directe s'est instaurée dans d'autres pays, donc en Italie avec la crise sur le divorce, en Allemagne avec la réunification, aux États-Unis à la suite de corruption manifeste des congrès de beaucoup d'États fédérés, et même en Suisse d'ailleurs. En général, la démocratie directe n'est introduite que lorsqu'il y a une crise. Oui. Alors une crise, on y va peut-être, parce que là vous êtes plus expert que moi, mais quand on voit l'avenir de l'euro, de l'endettement des différents États, peut-être que les conditions seront réunies, enfin je ne souhaite pas qu'il y ait une crise en soi bien entendu, mais je pense que si c'est à l'occasion d'une crise, peut-être que des réformes pourront être adoptées à ce moment-là, et que le pouvoir politique lui-même sera obligé de lâcher du lest et souhaitera peut-être à ce moment-là d'introduire des éléments de démocratie directe. Mais on ne peut pas prévoir à l'avance, évidemment, ce qui va se passer. C'est toujours extrêmement difficile. Bon, en Allemagne, qui aurait cru que la réunification aurait fini par introduire la mise en place de la démocratie directe au niveau communal et au niveau des Länder dans toute l'Allemagne? Je pense qu'au départ, personne n'y croyait vraiment, hein, mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Hein. Donc, il y a des choses imprévisibles et qui peuvent quand même se faire. Maintenant... c'est certain que actuellement, moi j'essaie d'abord de collecter beaucoup d'informations sur la démocratie directe, bon, et puis je vise 3 catégories de population particulières qui me paraissent intéressantes à essayer de convaincre. Alors d'abord la classe politique, les parlementaires. Bon, il y a un certain nombre de députés quand même qui sont pour, ils sont minoritaires, mais enfin ils sont pour. On a fait une réunion il n'y a pas très longtemps avec Contribuables Associés, une centaine de députés sont venus, bon, essentiellement de l'UMP d'ailleurs. Mais donc c'est pas totalement exclu, il y a quelques députés qui sont pour.
j'essaie de les persuader que le Parlement, que l'ennemi de la démocratie directe, n'est pas tourné contre les chambres, elle est tournée contre les antichambres plutôt. Et que si les parlementaires ont aussi Contre l'oligarchie, d'ailleurs. voilà, si les parlementaires ont si peu de pouvoir, c'est parce que les pouvoirs sont dans les mains, justement, des groupes de pression et des ministères, finalement. Et les ministères travaillent directement avec les groupes de pression, et puis ensuite on arrive à des compromis, et puis ces compromis sont imposés aux députés. Enfin, tout ça, je l'ai vécu vraiment professionnellement, si je puis dire. Ça, je peux expliquer à mes collègues. Votre adversaire, c'est pas le peuple finalement. Votre adversaire, c'est plutôt les fonctionnaires des ministères et puis les groupes de pression qui gravitent autour. Parce qu'au fond, en pratique, on sait très bien que c'est pas les députés qui rédigent les lois. Hein. À part quelques juristes, il en fut. Hein. Je pense Pierre Mazot, par exemple. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais c'est un grand juriste. Bon. Mais c'est quand même rare. Donc les parlementaires en général, d'abord, ne sont pas eux-mêmes juristes, ou souvent ils n'ont pas le temps parce qu'ils se consacrent à des manifestations médiatiques, électorales et autres. Et donc les textes de loi sont rédigés en fait par les technocrates des ministères, par les hauts fonctionnaires, mes collègues de l'ENA, bon, et qui ensuite vendent le texte au gouvernement en liaison avec les groupes d'intérêt que ça intéresse, et puis ensuite on demande aux députés de voter ça. Et les députés de la majorité ont intérêt à voter ça parce que sinon ils ont des gros problèmes avec leur hiérarchie. Et leur réélection. Et leur réélection, voilà. Donc, du coup, tout le monde obéit, évidemment. Donc, en fait, le mécanisme est celui-là. Ce qui fait qu'au fond, il y a un monopole de hauts fonctionnaires qui rédigent les textes de loi. Là où il y a la démocratie directe, alors si on prend les États-Unis, là c'est vraiment très très frappant, c'est que les propositions de loi ne sont pas faites non plus par le citoyen lambda, parce que le citoyen lambda il n'est pas forcément juriste. Il peut avoir une idée, une très bonne idée, mais il faut la mettre en forme juridique. Alors qui met ça en forme juridique aux États-Unis? Les cabinets, bien sûr, d'avocats, de conseillers juridiques, etc. Ce qui fait que ça fait fleurir toute cette profession. Alors je me suis dit, voilà une profession qui aura intérêt à ce qu'il y ait la démocratie directe, ce sont les cabinets juridiques d'une façon générale. Et au fond, on peut dire que la démocratie directe organise au fond une forme de concurrence entre les cabinets juridiques qui conseillent les citoyens qui lancent des initiatives et des référendums, et puis les hauts fonctionnaires qui, eux, de toute façon, joueront toujours un rôle. Hein. Mais au moins, il y a une concurrence. Tandis que dans le système actuel, il n'y a absolument aucune concurrence, et c'est essentiellement les fonctionnaires publics qui rédigent les textes de loi. Ce qui fait qu'à mon avis, c'est moins bon. J'ai la faiblesse de penser que là où il y a de la concurrence, la qualité des textes est quand même meilleure que là où tout est monopolisé par toujours le même petit groupe d'hommes qui sont là et qui tiennent les rênes de façon systématique. Alors messieurs, je vais vous demander de conclure. Vous avez en gros 5 minutes chacun pour conclure. Et je vous rappelle la question du début, c'était la démocratie directe existe-t-elle? Vous voulez. Moi c'est M. Cotta. Ah bon, c'est bon. Oui, j'ai deux points d'accord avec Yvan Blot. Le premier, c'est l'opportunité d'introduire de la démocratie directe dans nos oligarchies actuelles, et en particulier d'ailleurs dans l'oligarchie française. Là, nous sommes absolument d'accord. Nous sommes aussi d'accord sur un second point. Ceci ne peut se faire en France notamment qu'à l'occasion de crises, car nous sommes incapables de faire des réformes profondes et suivies, sinon en crise. Mais là où je suis assez profondément en désaccord avec lui, c'est qu'il est optimiste et je suis pessimiste. Je veux dire par là que l'éventualité d'une crise, d'une part, me semble contestable. Moi aussi, j'ai cru à un certain moment que nous allions vers des problèmes économiques, notamment, suffisamment graves pour qu'il y ait eu crise. Et il y a l'euro, il y a l'inégalité croissante, il y a la masse des pauvres qui croît, et ce n'est pas tout simplement l'inégalité qui est une notion relative, c'est un statut d'absolu, les vrais pauvres. Mais je crois que nous avons une pensée qui est elle aussi victime du passé, sinon de l'histoire, et que nous avons atteint des niveaux de développement tels que tout le monde finit toujours par se débrouiller. On a beau mettre en cause leur pouvoir d'achat, ils arrivent à vivre et ils ne vont pas jusqu'à mettre en cause leur situation personnelle en ayant des comportements, disons, de révolutionnaires de rue. Et puis enfin, deuxième
raison de mon pessimisme. Outre le fait que cette crise me semble à l'heure actuelle très peu probable, il a fallu l'Algérie pour que nous ayons une crise quand même, hein, sinon il n'y aurait pas eu de crise et Oui. la 4e République eût vécu de sa bonne vie chaotante. Bon, et nous n'avons plus d'Algérie, et la Libye ne nous appartient plus. Donc, mais la dernière raison, c'est que même si crise il y avait en France, ce ne serait pas une crise entre gens pragmatiques, comme en Allemagne et en Suisse. Ce serait une crise d'individus politisés et idéologues. Il est quand même curieux que les socialistes n'ont jamais réclamé la moindre introduction de démocratie directe. C'est tout à fait curieux. Alors Bon, qu'en Allemagne, ils le réclament. alors qu'en Allemagne, en France, ils ne le Très réclament différent. pas. Parce que c'est une crise chez nous, ce serait une crise idéologique. C'est pour ou à bas le capital, pour ou à bas l'entreprise. Mais elle n'aurait, à mon avis, rien de constructif, ainsi que le désir Yvan Blou. Donc je suis désolé de conclure sur cette note pessimiste, mais ça ne l'empêchera pas, tel que nous le connaissons, de poursuivre une action positive. Ben écoutez, bien sûr, hein, personne ne peut prévoir l'avenir, et on dit ça à une époque où il vient d'y avoir des révolutions dans le monde arabe, justement, qui prouvent bien qu'il est très difficile de faire des prévisions. Mais, alors sur le plan économique, bien sûr, je suis sensible aux arguments que vient d'évoquer Anna Cotta. Il y a un autre domaine, alors j'y suis peut-être un peu plus sensibilisé parce que c'est ma profession actuelle, évidemment, mais c'est tout le domaine de l'insécurité et de l'immigration. En 2005, on a eu quand même ce qu'on a appelé les émeutes urbaines, qui étaient quand même assez sérieuses. Rien ne dit que d'ici quelques années, ces phénomènes ne vont pas se reproduire et prendre une dimension plus grande. Donc ça peut être aussi une crise. Après tout, il y a eu celle de l'Algérie, on aurait celle d'une Algérie intérieure, en quelque sorte. Je ne le souhaite pas, mais enfin, on ne sait jamais. On ne sait jamais. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que en France, le chemin est encore long, en tout cas pour qu'on introduise des éléments de démocratie directe, parce que d'abord, presque personne ne sait ce que c'est. Les élus sont méfiants parce qu'ils s'y voient une perte de pouvoir, alors qu'en fait, à mon avis, un élu intelligent peut parfaitement exploiter aussi la démocratie directe, parce que c'est ce que je dis à des collègues députés, je leur dis, enfin, dans ta circonscription, tu peux bien trouver une association qui va lancer un référendum contre un projet de loi qui ne te plaît pas. Ça va te donner un argument contre le gouvernement, quand tu n'es pas d'accord avec le gouvernement. Et toi, tu n'auras rien fait. Ah oui, ça c'est pas faux, bon, évidemment. Bon. Mais ça ne leur vient pas à l'esprit, parce que c'est pas dans les mœurs. Bon. Mais voilà, enfin, ça peut se faire. Bon. Et puis alors, je constate que dans les autres pays, il y a eu des classes sociales, si je veux dire, des catégories sociales qui ont beaucoup porté ces réformes, mais c'est vrai qu'en France, jusqu'à présent, elles sont restées assez silencieuses. C'est tout le milieu des petites entreprises, des moyennes entreprises, des artisans et même des agriculteurs en Amérique ou en Allemagne. Par exemple, en Allemagne, pratiquement toutes les fondations, les associations qui réclament le développement de la démocratie directe, vous direz ils l'ont déjà, oui, ils l'ont au niveau local, mais ils ne l'ont pas au niveau national. Il y a un grand mouvement en Allemagne actuellement pour instaurer la démocratie directe au niveau national, et des gens importants d'ailleurs, hein, M. Schröder était pour, par exemple, Mme Merkel est contre, mais l'ancien président de la République, Horst Köhler, était tout à fait pour, donc il y a un débat, disons. Il y a un débat. Et qui est-ce qui est derrière ce débat en termes de force socio-économique? C'est le Mittelstand allemand, c'est-à-dire la classe moyenne et surtout les moyennes entreprises. Et c'est eux qui financent beaucoup de fondations, évidemment, pour faire connaître la démocratie directe, la développer, etc., et essayer de convaincre les hommes politiques. Alors là, je pense qu'il y a peut-être une action à mener, alors que je compte mener, d'ailleurs, dans les mois qui viennent. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion encore de rencontrer beaucoup de représentants des entreprises moyennes, mais je pense qu'elles ont beaucoup intérêt à ça, surtout quand on leur donne les résultats de ces travaux qui ont été faits, que j'ai cités au début, par ces professeurs de finances publiques qui montrent que là où il y a la démocratie directe, il y a 30% d'impôts en moins, 30% de dépenses publiques en moins, 50% d'aides publiques en moins. Évidemment, pour les chefs d'entreprise, c'est quand même tentant, ça peut être intéressant. Et puis, il y a les médias. Alors, les médias, évidemment, ça, pour l'instant, c'est sûr que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne parlent pas de la démocratie directe. Je prendrai juste un exemple, et je terminerai là-dessus, mais c'est pour montrer le degré de censure où on est en France, ou le degré d'inconscience. Mais enfin, c'est peut-être pas forcément une censure volontaire. Au mois de novembre, il y a eu les élections à mi-mandat, hein, où le président Obama a perdu la majorité du Congrès. Eh bien, tout le monde a parlé de ça, c'est bien normal, c'est un événement important, que cet événement américain. Mais le même jour, il y a eu 159 référendums, c'est quand même pas... 159, c'est pas 12, dans les différents États des États-Unis, qui portaient sur des sujets souvent importants, hein, qui étaient les impôts, bien sûr, mais qui pouvaient être le rétablissement ou la suppression de la peine de mort, qui pouvaient être l'établissement de l'anglais comme langue officielle dans un État fédéré, parce qu'ils sont menacés par une immigration hispanique très importante,
Donc des sujets quand même qui étaient des sujets pas uniquement d'intérêt local, mais parfois des sujets d'intérêt majeur. Il y a même eu un État, c'est amusant, c'est l'Oklahoma, je crois, qui a demandé, par initiative populaire, que les juges en aucun cas ne puissent faire référence à la charia musulmane pour faire un jugement. Parce qu'il y a eu un cas aux États-Unis d'un juge un peu bizarre, qui, dans un cas de divorce où un homme frappait sa femme, il a dit c'est normal, il est musulman, il a le droit de le faire, et donc je le relaxe. Alors évidemment, en cour d'appel, ça n'est pas passé, et ça a ému des députés de cet État, je crois que c'est bien l'Oklahoma, où du coup ils ont fait une initiative populaire en disant en aucun cas un juge américain ne peut se référer à la charia pour rendre ses jugements. Il y a 80% le peuple a voté pour, évidemment. Bon, voilà, donc tout ceci pour dire que c'est quand même intéressant ce qui se passe là-bas et que nos médias n'en parlent jamais. Donc, raison de plus pour nous en parler, n'est-ce pas? Et je suis très, très heureux qu'on ait pu en parler avec Alain Cotta aujourd'hui, et grâce à Enquête et Débat, et c'est comme ça qu'on informe un petit peu mieux nos compatriotes de choses qui leur sont pour l'instant très étrangères. Merci beaucoup, messieurs. Je vous en prie.